À ma gauche, Nils, donc, qui dirige le... Alors, je vais vous donner un micro. Hein, bonsoir. Oui. Voilà. On se le partagera. Donc Nils, donc, qui tient le disquaire Onigiri, et Monsieur Mo, David Morel, qui dirige le label Jarring Effect. Bonjour. On est dans le premier, donc on est vraiment pas loin. Ça fait plaisir d'être ici. C'est juste au-dessus. Donc derrière moi, vous voyez un peu les thématiques qu'on va aborder ce soir. Donc on va commencer par une présentation donc, de nos invités Jarring Effect et Onigiri Records. Après on fera une petite genèse avec Chris sur le vinyle, et puis voir un peu l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Et puis après on abordera des thématiques sur le label et sur le disquaire. Donc après, vous pourrez choisir celle que vous voulez aborder, et puis après, on pourra évoluer sur d'autres sujets. Voilà. Donc, et puis si dans le public, hein, vous avez des questions, on a un porte-parole, ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. Réagissez, c'est important. Pour donner de la dynamique aussi à tout ça. C'est ça. Ok. Alors, ce soir, donc, je vous présentais, on a Monsieur Mo pour le label Jarring Effect, et Nix pour le disquaire Onigiri Records. Qui c'est qui veut commencer? Allez, vas-y. Allez, Au plus jeune. Je ne sais pas le dire, mais. Du coup, enchanté, Nils, Onigiri Même bien ton Records. micro sur le... Oui, pardon. C'est-à-dire donc disquaire depuis maintenant 1 an et demi, assez vite. Donc boutique dans le 7e, spécialisé import japonais, musique électronique, tout simplement, que du vinyle. Voilà. 9 occasions, 9 secondes mains, et depuis la semaine dernière, site web également. Voilà, Et oui, présent sur il est enfin, Discogs aussi. Oui, enfin, après 1 an d'attente, enfin le site web. Ouais. Chris, le micro, n'hésite pas. On va déjà juste parler de bonsoir. On va rappeler ton adresse en fait de ta boutique. 40 rue Chevreul. D'accord. Juste à côté de Jean Massé. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, moi, j'aurais vraiment qu'on parle déjà de ta genèse musicale avant d'arriver à construire être disquairologue, j'aime bien ce terme. Comment es-tu venu déjà quel est ton background musical en fait? Alors, background musical, je sais pas si on peut dire. J'ai commencé par faire de la basse tout simplement quand j'étais gamin, je sais pas, 12 ans. Vers là, comme beaucoup d'ados, j'ai fait partie de groupes, un peu de punk et compagnie. Et puis, je me suis vite rendu compte que les répètes menaient à pas grand-chose. C'était un peu chaud de tous se synchroniser, tout ça. Et c'était l'époque où je commençais à avoir des DJ. Alors j'écoutais un peu de tout en vrai, hein, beaucoup de rock, de métal à l'époque, mais aussi du hip-hop, de tout. Et en fait, c'est via le hip-hop, j'ai commencé à avoir des DJ, Billy, DJ Babou, tout ça, qui arrivaient avec des platines à faire plus ou moins des hommes orchestres, on va dire. Donc via des techniques de scratch. Et je trouvais ça très cool, et ça permettait déjà à l'époque, en allant diguer, j'avais encore mes parents qui écoutaient des vinyles, tout simplement, d'aller diguer dans leur collègue, et du coup de faire tout ça tout seul à la maison. Donc je crois que ça a commencé comme ça en fait, les vinyles, tout simplement, et puis après j'ai eu de cesse d'acheter des boîtes à rythme, comme ça. Et puis voilà, mais c'est comme ça que j'ai commencé avec les trucs, c'était plutôt via le hip-hop et le scratch, beaucoup. Et d'ailleurs là-bas j'étais venu sur Lyon, à l'époque il me semble qu'il y avait des petits DMC avant que le DJ Fly défonce le truc quoi. Donc voilà, j'étais venu aussi un peu pour... Ouais, d'ailleurs, tu l'as pas encore invité, il y avait Krabi, vous êtes au moment. Non, ouais. Bientôt Martouane, bientôt, peut-être, je dis rien. Donc voilà, ouais, j'étais venu parce qu'il y a une grosse culture aussi, scratch et tout sur Lyon. Et c'était bien cool, donc c'est bien, il y avait 15 ans, 10-15 ans, ouais, comme ça, ouais, 10 ans. Ouais. Ton approche avec le magasin de disques, comment elle s'est faite et quand? Est-ce que tu as un souvenir de la première fois d'être rentré dans un magasin de disques, de dire waouh, c'est ce que je veux faire en fait? Il n'y a pas du tout eu ça en fait, malheureusement, ouais. Il n'y a pas vraiment eu d'approche. Enfin, disquaire, depuis que je commence à... Enfin, si, je mens un peu, ouais.
C'est quand même un peu un délire d'ado. Quand je commence à aller dans alors à l'époque, c'était sur Montpellier. J'avais 2-3 shops de hip-hop justement assez balèzes. J'ai toujours trouvé ça cool, j'ai toujours eu cette idée en tête. Mais après, petit à petit, je commençais à acheter des disques sur Internet, comme beaucoup de gens. Et à trouver, en fait, sur Internet, tu trouves tout, ce que tu vas pas forcément trouver chez ton disquaire. Il y a eu une phase aussi un peu où je crois que c'est moi qui étais plus jeune et peut-être moins sûr de moi, et où finalement les disquaires faisaient un peu peur, étaient un peu élitistes, un peu tout ça. Et je crois que moi l'idée était un peu venue de là, de faire un peu un disquaire un peu comme à la maison, quoi. C'est-à-dire, peu importe, j'essaye de cibler quand même, moi j'ai mes goûts, maintenant je suis vraiment ouvert à tout. En vrai aujourd'hui j'attends beaucoup plus de mes clients qu'autre chose, quoi. Donc voilà, l'idée de base elle était de là, et de se dire pourquoi finalement j'ai arrêté d'aller moi chez les disquaires pour acheter sur internet. C'est cool aussi, hein, mais c'est pas la même approche. Et je crois que ça venait un peu de là, du fait aussi il y avait moins de platines d'écoute. Après j'ai pas mal voyagé aussi, donc vu ce qui se faisait ailleurs. T'as voyagé où Au Japon, forcément, et aux États-Unis, pas mal un peu partout en Europe. Aux États-Unis, au Japon, en tout cas, ils sont beaucoup plus friendly sur le délire de foutre des platines d'écoute partout, quoi. Peut-être nous en Europe un peu moins, et encore, peut-être ça revient, je sais pas. En plus, je te coupe. Au Japon, les techniques. Forcément. Ouais, mais alors eux, c'est un autre délire même, parce que c'est à la fois bordel, mais t'as encore des shops qui ont des DJ résidents. Ça, je l'avais pas vu ailleurs, et ça, j'ai trouvé ça tellement cool. Un mec qui vient tous les week-ends et qui dit dans ta collègue, et du coup, ça fait des interactions avec des clients, forcément. Il y a véritablement une culture au Japon du disque vinyle, et puis particulièrement, les labels français se vendent super bien. En fait, hein, c'est un gage même de qualité, c'est incroyable en fait. Ouais, malgré le fait qu'ils n'aient pas forcément des très grands apparts et tout. Je confirme, il y a le vinyle, t'as l'impression que c'est jamais vraiment parti, mais après ils consomment un peu tout, et t'as même des méga CD aussi. Je vais pas dire que ça marche de ouf, mais ça marche bien encore, quoi. Il y a pas mal de gens qui en achètent, quoi. David, au niveau des disquaires, vous étiez aussi disquaire à un moment donné. Après, c'est une partie, vous avez plus maintenant, mais c'est vrai qu'on peut faire un peu le parallèle, même si pour ce soir, tu interviens plutôt sur la partie label de vinyle. Une grande histoire, parce qu'en fait, on avait créé aussi en 2004 une fédération qui s'appelait cd1d.com, où comment des labels se gèrent pour créer une plateforme de distribution en VPC, en vente par correspondance. 2004-2005, on se dit, voilà, il y a la grande distribution fait qu'on ne gagne pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires, parce que, par exemple, à titre d'information, vous achetez un disque à 18 € et nous, on va gagner 6. Déjà 18, 6, ça fait une sacré écart. Et avec CD1D, on a commencé justement dans nos locaux à intégrer la seule boutique physique de cette plateforme de vente par correspondance gérée par des labels, en faveur des labels. Et ça nous permettait de vendre les disques justement moins chers, pas loin de... Par exemple, quand on vendait un disque à 13 € au lieu de 18, on gagnait 3 € de plus. Donc on vendait moins cher et on gagnait plus. Et ça, à votre bénéfice en tant que public, pour acheter un disque, forcément, on va dire du producteur à l'auditeur, il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas la TVA, la TVA-RACI, et surtout il n'y avait pas la commission du magasin, la commission du distributeur. On vendait en direct et avec aussi une bande de... Au départ, on était 10 labels, et à la fin, on était 250 labels, essentiellement de la France, au niveau vraiment national, pas trop de labels d'Île-de-France ou parisiens, et qui préféraient gérer leur truc eux-mêmes, il n'y avait pas les mêmes esprits, et une diversité assez incroyable. 2005, c'était l'ouverture de cette plateforme, on a vendu, ça avait ouvert, la première vente, c'était en mars 2005, je m'en rappelle encore, c'était avec les Orques des Barbrettes, avec le label Irfan. D'un seul coup, ils commençaient à vendre en VPC, donc ça veut dire que vous commandez, et après on vous envoie le disque de manière physique par la poste. 150 disques, c'est pas rien. Nous, ensuite, on avait enchaîné avec iTunes, on en vend une centaine. Bon, moins d'un mois, pour les petits indépendants que nous sommes, c'est des chiffres assez conséquents. Et surtout, la marge que l'on a est plus conséquente. Comme je vous disais, en vendant moins cher, on gagnait plus. Donc c'est vraiment... C'est le paradoxe aussi de cette grande distribution. Aujourd'hui, on est plutôt dans le même cas. On avait créé justement cet espace CD1D en tant que boutique, et après on avait créé aussi le JFX Store, où on a vendu nos disques nous-mêmes. Alors tout le paradoxe de Jaring,
c'est que Jarring Effect est devenu, alors peut-être maintenant c'est moins connu, on a connu nos heures de gloire dans les années 2000 avec l'avènement de la musique dub avec iTunes, MTV, Ezekiel, ce genre d'artistes. Et on a vendu des dizaines de milliers de CD et des milliers de vinyles. À l'époque, on était sur un rapport, on vendait 10 000 CD, 1000 vinyles, voilà, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, on vend même pas 1000 vinyles, 1000 CD et on vend 1000 vinyles. Enfin, voilà, les choses se sont complètement inversées, mais c'est normal sur 15 ans. En tant que disquaire, on appelle ça le JFX Store, ça a été le paradoxe. En disant, dans nos bureaux de prod, on prépare la sortie d'un disque. Enregistrement, jusqu'à la production, la post-production. Vient ensuite la commercialisation. On a toujours un contrat avec l'autre distribution. Et donc on fait tout ce qui est nécessaire. Et on lance le pressage et on va livrer l'autre distribution pour qu'ensuite il aille justement vendre nos disques auprès de ce qu'on appelle des acheteurs. Les acheteurs, ça va du disquaire, la centrale Fnac, Auchan et compagnie. C'est vraiment du plus petit au plus grand. Et donc là, on s'est retrouvé dans la situation finalement de voir comment notre distributeur communiquait auprès d'un disquaire. C'est catastrophique, archaïque. On se dit comment les mecs arrivent à vendre des disques. Ça dépend toujours un peu, ça même beaucoup. Mais c'est ça qui est effarant. Et à l'époque, il y avait des plateformes européennes qui commençaient à se mettre en place, enfin Vertus par exemple. Vertus, c'est un système européen, vous êtes disquaire, vous pouvez ouvrir même en tant que label, vous mettez vos disques en ligne, c'est vendu, n'importe qui peut acheter n'importe quoi. Et le paradoxe sur un truc pareil, c'est que nous on vendait des disques à un disquaire distributeur, Sonic Rendez-vous, qui est basé en Hollande, et lui il mettait nos disques sur Vertus. Donc les disquaires français pouvaient acheter nos disques sur Vertus, sans passer par nous en direct, mais en passant par un disquaire qui nous avait acheté et qui était basé en Hollande. On marche un peu sur les pieds, mais enfin c'est une réalité aussi de ce marché. Et ce qui fait qu'on voit comment les choses fonctionnaient. On voit les disparités, on voyait les mécanismes pas terribles. C'est pour ça que la vente en direct était vraiment importante. Et avec CDRD à l'époque, on a vraiment participé à créer un écosystème qui était viable. Ça a duré 10 ans à peu près. On a vendu pour plus d'1 million en chiffre d'affaires de disques, sous forme associative. C'est vraiment quelque chose qui était vraiment génial parce que, et en plus à l'époque, on avait mis un petit système entre nous, donc c'était chaque label qui était membre de la plateforme pouvait écouter les productions de l'autre. En fait, on avait fait presque un pré-streaming. Alors le son, c'était à l'époque du 96 kg, c'était pas terrible, suffisamment pour prendre l'apéro et écouter de la musique, ça je vous l'assure. Et donc on s'écoutait les uns les autres en interne. Et à l'époque, là on doit remonter en 2008-2010, on se posait la question. Est-ce que finalement on écoute, c'est vraiment, le streaming n'existe pas officiellement. Mais finalement on avait créé notre petit réseau de streaming et on s'est posé la question, est-ce qu'on mettrait ça avec une somme modique à la disposition du public? On n'a pas osé le faire. On se disait peut-être pour 5 euros, on se disait, bah non, le son n'est pas assez terrible, c'est vraiment... à l'époque on avait quoi avec tous les titres additionnés, on devait avoir 40 000 titres. Donc c'était pas grand-chose. Mais par contre on était dans un écosystème où on savait qui était qui, il n'y avait pas de major forcément, il n'y avait pas d'éléments perturbateurs, et on n'a pas osé le faire. Et je me dis qu'à l'époque, on aurait dû oser le faire. En disant, si vous êtes des passionnés en lien direct avec les artistes, avec les labels, vous avez envie de les soutenir, ce petit réseau de streaming, en même temps, c'était génial. C'est vraiment une aventure assez incroyable, et surtout sur cette plateforme, c'était la seule et première plateforme où à un moment donné, vous pouviez faire une recherche par label. Aujourd'hui, Spotify, etc., vous pouvez faire une recherche par label. Non, ça évolue un tout petit peu. Là, on parle d'artistes, on consomme la musique, on scrolle. Et à l'époque, en disant, je cherche un label, je clique sur un label. Vous alliez sur un artiste que vous connaissez, un label que vous connaissiez. Il y avait chez tel label, tel artiste, et c'est l'album en question. Vous cliquiez sur l'artiste, vous avez toute la discographie, et vous cliquiez sur le label, là il y avait l'intégralité du label. C'était une base de données assez fondamentale. Et comment on pouvait découvrir justement d'autres musiques. Alors, surtout que c'est la base, le label. C'est vrai que quand j'ai commencé à diguer, en discutant avec d'autres digueurs, ils me disaient, moi j'avais plus l'habitude de me rappeler de l'artiste, et les autres c'était plutôt, c'est sur quel label, à chaque fois. On me disait, j'avais pas cette préférence en tout cas.
Mais je ne sais pas si aujourd'hui c'est une culture qui existe encore en disant ceux qui ont, on va dire, je sais pas, 25 ans, vous écoutez de la musique et à un moment donné, vous êtes passionné de musique, on va dire de vinyle forcément, et vous dites, bon là c'est sur tel label et je vais écouter la nouvelle sortie de tel label. Est-ce que ça existe encore? Ou Oui. Bah, oui, moi au shop, c'est. est-ce qu'on n'est pas dans une niche, de niche? Je pense pas parce que maintenant tu as des labels qui digitales sont très présents dans le camp, notamment ça sert beaucoup à faire des recherches par label. Donc du coup, non, je dirais pas, alors, c'est pas majoritaire, hein, mais non, il y a encore, ça se fait pas mal. Alors les labels ont changé, enfin pas tous, mais si, ça recherche encore par label, ouais. Alors, Monsieur Moreau, tu parlais tout à l'heure de est-ce que aujourd'hui, investir sur un artiste, c'est-à-dire en s'abonnant par exemple à un abonnement peut-être par mois et pouvoir avoir accès à tout, sa discographie, à ses nouveaux projets, est-ce qu'en France, on a cette culture d'investir sur un artiste? Je te prends un exemple, moi je suis un artiste qui s'appelle Marc de Kivlo, un grand clavieriste qui fait des morceaux à hausse de fou, et en Angleterre, en fait, ça marche bien. Les gens, ils investissent sur sa page, ils payent, je crois que c'est 20 euros, je crois, par mois. Ils ont le droit à avoir des lives spécifiques, même des cours de musique, et aussi avoir le droit aussi à des en digital. Mais je ne sais pas si en France, on a cette culture de dire, bah, tiens, je vais investir sur un artiste, je vais payer peut-être un petit abonnement, peut-être 5 euros par mois pour continuer à le suivre, à le supporter et à avoir un droit quelque part aussi. Oui, mais je veux dire, en tant que public. Oui. Ouais. Bah, je crois pas, hein. Je crois que c'est démontré tous les jours, c'est pas vraiment le cas. Il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours un cas exceptionnel, pas l'arbre qui cache la forêt. Mais ne pas oublier, quand on parle à la fois de l'industrie musicale et à la fois aussi ce que nous sommes, des petits labels indépendants et des passionnés de musique, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'artistes, des milliers, enfin voilà, et la réalité, après, ça dépend comment on veut parler des choses. On pourra mettre en épingle en disant ça fonctionne, tel artiste a fait un truc génial, ou celui dont tu parles. Si on met bout à bout un peu la réalité, on en parlait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, souvent on parlait des 80-20, aujourd'hui il y a une minorité d'artistes qui gagnent un maximum d'argent. En streaming, c'est exactement la même chose, et on est dans on a aussi des plateformes pour, en tant qu'artiste, il faut payer, alors déjà il faut déjà payer pour mettre sa musique en ligne, en disant ouais, salut, je suis sur Apple, etc. Mais qui le sait? Personne. Parmi 100 millions de titres. Il y a 2 semaines, j'apprends qu'il y a 100 000 titres par jour en plus sur les plateformes. 100 000. Vous voyez comment on peut exister dans cet écosystème, justement? La solution, elle est chez un disquaire. Non, mais un disquaire ne peut pas représenter tout le monde. Sans compter aussi le système qui est bien connu maintenant de hacking, pas de hacking, mais de faire les clics, de faire des bots qui vont cliquer sur tes tracks toute la journée, ça va faire remonter tout ça. Donc ouais, après c'est un tout autre délire quoi. Mais un peu comme les artistes, tu disais, qui arrivent à faire des Patreon, ça. Et là, ça te demande aussi d'être, soit de faire des cours à côté, de donner, tu deviens plus limite pas un youtubeur, mais qui crée son... Et souvent, c'est des artistes qui s'autoproduisent du coup, et voilà, c'est pas le même délire de rentrer dans un label. Chef d'entreprise. Ouais, voilà. Et ça demande aussi d'être... C'est pas tous les artistes forcément qui ont envie de donner des cours, de faire des petits cours, des petites vidéos tutoriels, c'est un peu délire quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire à quoi ça sert un label. Que certains artistes pourraient, ou vous pourriez nous dire, ça sert à rien parce qu'il y a tous les outils en ligne maintenant pour exister. On peut faire sa propre distribution digitale, on peut créer des systèmes très particuliers, très intimes, en disant je collabore, je participe et j'échange avec ma communauté, je fais ma vie. Et donc après les labels, ça sert à rien. Et heureusement, on a encore des artistes qui font appel à nous en disant bah si, on a envie justement, on a certains qui ont commencé en do it yourself se disent on aimerait bien se reposer, on aimerait bien se consacrer à notre art, on aimerait bien justement ne plus chercher des dates de booking, ne plus chercher à se produire. Justement, on est encore là pour ça quand même. On va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, je vous propose de passer donc SPS Story. On s'est présenté là. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Donc sur le vinyle, si vous aviez 3 mots pour le définir. Alors moi je vais vous aider, je vais en donner un premier. Pétrole. Alors, pour moi c'est plutôt l'expérience. Galette. Non, vas-y,
Vas-y, là. Moi, je dirais mémoire. Comment dire, Excuse-moi, ouais. transmission, quoi. Enfin, ouais. Ah, t'as dit bon, hein, parce que c'est mon dernier. Regarde, on a le support physique et le partage. Ouais, voilà, parfait. Et David, dis-moi. Pour moi, c'est. Alors, déjà, on parlait. Après, question de génération, quand j'avais 15 ans, je me prenais bien la tête à dupliquer des vinyles sur cassette magnétique. Et j'en parle souvent dans le sens où, à l'époque, je passais une soirée, 3-4 heures, à enregistrer quelques vinyles, parce qu'il faut les enregistrer sur les platines cassettes. Et ensuite, on n'avait pas de photocopieuse, on n'avait pas d'appareil photo ou quoi que ce soit. Donc, on prenait bien de recopier à la main le titre des morceaux, etc. Et là, ça vous permet d'avoir une empreinte. Justement, tel morceau, il s'appelle comme ça. Et on sait de quoi on parle. Et le temps d'enregistrer, le temps de manipuler le vinyle, de faire, on s'est planté, ou l'album des fois rarement, mais des fois ça dépassait 45 minutes, donc il fallait mettre un bout de morceau de l'autre côté de la platine cassette. Ça, on était imprégné justement, on copiait et en étant imprégné de ce qu'on faisait. Donc il y avait un respect aussi de l'œuvre copiée, mais à titre individuel déjà on avait le droit, et il y avait vraiment un sacré travail. Pour copier un vinyle de 40 minutes, ça nous prenait minimum 1 heure. Le CD est arrivé, d'un seul coup je me suis mis à parler avec mes collègues, ouais le numéro 4 il est super. On a perdu quelque chose. On n'avait plus le nom du titre en soi, c'est le numéro 4 avec des gros chiffres digitaux sur les platines CD de l'époque. Donc, cette notion de support, c'est fondamental parce que ça me rappelle ma jeunesse et c'est aussi, on avait un grand format, on avait une matière, on manipulait quelque chose. On ne pouvait pas rester abachi pendant 3 heures avec une playlist dans son canapé parce qu'il fallait se lever pour retourner le vinyle. Ça fait une interactivité, vous êtes en lien avec la musique que vous écoutez. Il y a le respect de ce qui a été fait et le support vous obligeait à vous bouger un peu le cul d'une certaine manière. Et avec l'évolution du numérique, on est devenu de passionnés à consommateurs, on écoute énormément de musique, on n'a pas la même démarche. Remettez-vous un vinyle aujourd'hui. Alors des fois on a sorti des doubles vinyles, donc il y a 4 faces, ça vous oblige à vous relever 4 fois, presque, c'est incroyable. Mais je trouve qu'on écoute la musique de manière différente avec le vinyle. Pour les DJ, on sait où on l'a mis, c'est aussi quel morceau a bien fonctionné. Tu sais quand tu l'as acheté et où tu l'as acheté. Et où tu l'as acheté. Et il y a l'artwork, il y a aussi le macaron, on regarde les musiciens. Voilà. C'est pour ça que je disais vraiment que le vinyle, par rapport au format numérique, pour moi, il n'a pas de mémoire. Le vinyle a vraiment une mémoire. Tu le ranges, tu le retournes, 20 ans plus tard, il est toujours là, tu le rayes. Et tu le rayes, bon ouais. Si tu sais pourquoi des fois tu l'as rayé là, il n'y a pas de chose. C'est ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas parce que ça me permet d'enchaîner sur mon prochain slide. Donc c'est un peu un petit historique. Donc j'ai 5 dates à vous proposer. À votre avis, la première, si dans le public vous avez une idée aussi, n'hésitez pas. Hein. Donc on est en 46-48. Le premier 45 tours On est sur le premier micro-sillon, tout à fait. Je dis que quand une société issue de l'armement s'est mise à faire du vinyle, c'est BMG, non, c'est pas ça. Voilà, c'était avec la Columbia. Ensuite, 67. D'ailleurs, je crois que... Non, c'est d'après. 67, on a la pochette qui entre en scène. Donc c'est ce que vous disiez, justement. Ce visuel qu'on se rappelle à chaque fois, qu'on identifie pour le morceau. En 76, on a... Donc c'est le vinyle qui obtient le statut d'objet culturel, comme le livre. Donc il a le même statut. Il n'y a pas la même TVA. C'est ça, exactement. À l'époque, on était à 33%. En 2000, c'est un chiffre qui n'est pas forcément en faveur des disquaires. Donc là, c'est le moment où il y a la chute des disquaires. On commence à vraiment se rendre compte. Et 11-12 ans plus tard, on a du coup le renouveau, ou voilà, ce qui se passe aujourd'hui, même si il ne faut pas non plus s'emballer. Voilà. Et au moins, il y a une activité qui permet à des disquaires de se remettre en place et puis de proposer une activité. Donc du coup, ça va nous permettre de faire une petite interlude musicale, mais justement, au niveau de l'historique, au début, on avait le premier sillon, et aujourd'hui, on a un disque vinyle écologique. Ce disque vinyle écologique, donc il n'est pas anodin, il a été signé sur le label Jarring Effect. Il est d'ailleurs juste là.
Est-ce que tu veux nous en parler, David, ou un peu plus tard? Bah, vu qu'il est à l'écran, autant en parler. Allez. Donc un disque de Usul, un membre de Kali Live Dub, Dub Music, voilà, je sais pas si ça vous parle. Là, il nous a fait un album un peu comment aller sur le dub tout en faisant de la techno et vice versa. Donc c'est un album assez riche par rapport à ça, c'est vraiment... si vous êtes fan de l'un ou de l'autre, finalement c'est un album qui devrait vous rassembler. Si vous êtes un couple, moi je préfère le dub ou la techno, vous allez danser ensemble, ce serait une belle histoire. Sur pourquoi un disque écologique, en même temps c'était une annonce de Daggers, la plateforme qui permet de faire de la précommande justement au vinyle. Et à un moment donné, je vois cette information en disant ils prétendent faire un disque dit écologique. C'est quoi? C'est qu'on a une pochette en carton issue de Forêt Responsable, FSC. Le vinyle, c'est encore de la pâte PVC, mais il y a encore... certaines composantes on a du calcium zinc, on a d'autres ingrédients qui allègent un peu, on va dire, entre guillemets, le bilan carbone. C'est un premier effort. Après, tout le processus de fabrication, de distribution, enfin de livraison aussi, c'est une entreprise qui est basée en Hollande et ça prend énormément de temps parce qu'on n'est pas dans cette industrie avec la rapidité et tous les processus industriels conséquents, énormes, etc. C'est combien de temps pour se rendre compte au moment de 6 mois? Ça nous a pris 6 mois. Ouais, c'est ça. 6 mois et avec les encres véganes, enfin voilà, il y a tout un processus qui se met en place et c'est un coût beaucoup plus élevé qu'un disque classique. Le temps de livraison, ça ne nous arrange pas non plus. Et ça, on ne savait pas. En même temps, c'est une petite structure en Hollande qui se fait dépasser par le nombre de commandes. En fait, vous arrivez à... Voilà, c'est aussi des presseurs locaux, donc on a en Haute-Savoie, comment ils s'appellent déjà? La manufacture, ouais. Voilà, il y a tellement de commandes à demander. S'ils ont un joli processus artisanal mis en place, pour quelques commandes, ça suffit. Mais à un moment donné, il y a tellement une explosion des commandes que dans la saturation de ces commandes, ça vous met la pression, vous allez trop vite. Et il y a des erreurs, des défauts. Là, sur un tel vinyle, il y a eu pas mal de demandes. On a été pris de court par Greenpeace, qui sont passés par le même système. Après, même que Greenpeace nous a joué dans le fait qu'on soit nous-mêmes livrés un peu plus tard. Ouais, parce qu'ils ont sorti là aussi le projet DJ for Planet. Oui, c'est encore un autre projet. Est-ce que c'est dans le même style ou quelle était l'approche de Greenpeace? Greenpeace, c'est exactement le même type de disque. Et c'est là que tu parles par rapport à par rapport à la musique Declares Emergency. En ce moment, ils sont en train de tester justement un vinyle. On ne trouve pas beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup de communication. Après, la réalité en tant que telle, c'est là où ça blesse, parce que entre ce qu'on entend, les effets d'annonce et la réalité, il est très difficile que tout le monde se mette à un disque dit plus écologique ou plus vert, parce que ça coûte soit beaucoup plus cher, soit c'est beaucoup plus long, et il n'y en a pas pour tout le monde pour l'instant. C'est ne pas oublier que si on voulait que tout le monde passe sur quelque chose de beaucoup plus écologique, en matière de quantité de gens ou de choses à convertir, on ne pourrait pas le faire, c'est un peu complexe. Et là, il y a un disque qu'ils appellent le bioplastique. Donc en fait, c'est un vinyle qui est composé de plantes. Ils sont en train de tester, il y a eu justement une collaboration avec MDE, donc Music Declared Emergency. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est une structure qui a été créée par des artistes anglais pour justement dire qu'on ne veut pas d'une planète qui est en train de mourir, donc c'est comment aussi se prendre en charge pour arriver à réduire notre empreinte carbone, à prendre des résolutions justement dans la musique et dans la culture pour polluer moins, donc c'est pas évident du tout. Parce que dans la musique aussi, si on fait une tournée mondiale, d'un seul coup, on se retrouve dans un cas de figure qui est un peu compliqué. Donc là, ils sont partis en partenariat avec une structure, j'ai plus le nom en tête, et aussi le label Ninja Tune. Ils ont fait un maxi vinyle de 4 titres en bioplastique. Donc ce serait éventuellement une nouvelle technologie, donc basée à partir de plantes, pour produire cette matière qui ressemble à l'œil. Alors là, vous voyez un vinyle en tant que tel, et après l'œil, ça marche bien. Ce qui est super important, il y a eu une expérience aussi il y a 4-5 ans, c'était des Bretons qui voulaient faire un disque avec de l'algue. Sauf que la qualité, à un moment donné, vous avez besoin de son. Si à un moment donné, vous pressez sur un vinyle qui est un pur plastique, ça ne sonne pas. Cette matière organique qui vibre avec un diamant, n'oubliez pas qu'il y a un diamant qui rentre en interaction avec les frottements dans un sillon. Le sillon, quand vous regardez sur un microscope, c'est un chantier, c'est des trous, des aspérités. C'est déjà assez incroyable. Même si on parle de numérique, là simplement au sens analogique,
on arrive à graver du son sur une matière, comme ça, et après, ensuite on peut la relire. Même ça, au sens technologique, je trouve ça assez... c'est incroyable, c'est incroyable. Et voilà, donc c'est assez compliqué. Et donc cette matière, si tout le monde se met à vouloir un disque de ce type, il n'y a pas la capacité de production en face. Toujours les paradoxes. Il y a une nouveauté qui se met en place, est-ce que ça va marcher? Et à quel coût? Je ne sais pas. Tu peux nous rappeler le nombre d'exemplaires Sur Usul. Usul, finalement, on en a fait 300. On en a fait 300, 150 en blanc et 150 en bleu. C'est le bleu qui est sorti en premier. Donc là, on a fait une précommande justement sur Diggers pour avoir ce soutien un peu financier. On compte sur vous justement pour faire une précommande, pour soutenir en termes de trésorerie, parce que c'était assez conséquent. Et on en a profité aussi pour faire d'autres en blanc. Donc ça nous a coûté beaucoup plus cher. Le fait de faire 2 couleurs, ça nous a coûté encore plus cher. Enfin, tout a coûté beaucoup plus cher. Et en début d'année, on a sorti l'album d'Ultramoule. On voulait refaire la même opération avec le même presseur. Et là, les prix avaient ça avait doublé. Donc à un moment donné, j'ai dit stop. Parce que si on double les prix de fabrication, on va aussi multiplier le prix par rapport à vous, autant public. Et si on essaie de vendre nos disques pas trop cher, on n'a pas d'entrer dans la politique comme les majors qui, à un moment donné, vous vendez des disques à 9,90 € et 6 mois après, vous les vendez à 30, 40 €. En tant que disquaire, tu peux voir aussi peut-être une inflation des prix, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, je vais demander après, je sais pas si tu peux, c'est combien le prix de revient à peu près sur un disque comme ça, parce que c'est vrai que Roy Davis Jr., c'est je sais plus sur quel label, c'était le dernier qui était sorti. Très joli cover, exactement le même concept. Alors je sais pas si ça a été fait aux Pays-Bas et tout, mais c'est vrai que ça fait un EP hors de prix. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, déjà vendre des disques, c'est pas forcément évident. La couleur aujourd'hui tout le monde le fait, des fois c'est bien, des fois ça n'a pas trop de sens. Et ça fait revenir, ça fait gratter 3 € sur un C'est disque. comme le vinyle 180 grammes, est-ce que vous êtes marqué dans du vinyle? Ouais, voilà, par exemple. Ouais, ça sert à rien. Ouais, D'ailleurs, tout à fait. Marketing. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, d'un côté, c'est bien. Je pense, même pour des trucs écolos, on voit que pourquoi pas y mettre plus et tout. Et puis, il faut se dire qu'en démocratisant, ça coûtera logiquement de moins en moins cher. Bon, après, il faut que ça reste écolo. Mais par contre, le délire des couleurs et tout, moi, j'avoue que c'est pas. Des fois, ça fait souvent en plus des pressages de moins bonne qualité quand c'est pas fait avec attention. Et ça n'a pas un intérêt sur tous les vinyles. Et aujourd'hui, tout le monde veut le faire, même sur un EP, sur un truc, sans vraiment justification derrière, quoi. Et Justement, du coup, ça fait monter les prix, ouais. Pour faire un bon vinyle, il y a déjà tout un processus d'enregistrement. Quand on parle de mastering vinyle, c'est vraiment une opération particulière. En plus, mastering, on va dire digital numérique, on peut le faire. Il y a un studio particulier qui va graver des lacs. Si on peut l'expliquer comme ça. Vous avez le mastering fait qu'il y a des fréquences qu'on ne va pas pouvoir mettre sur un vinyle, contrairement à un CD. Pas trop de basse, pas trop d'aigus. La spatialisation aussi. Des fois, vous avez pu entendre des vinyles où on entendait. Ça veut dire que là, il y a un problème de son qui finalement il a été gravé, mais normalement vous ne devriez pas entendre ça. Donc pour éviter d'avoir ces problèmes de son sur un mastering vinyle, l'ingé son va faire un travail spécifique, en plus du travail préalable qui a été fait sur les masterings précédents, pour un CD ou pour digital. Et la finalité, c'est graver en direct des lacs. Ces lacs, imagine un grand vinyle, vierge, il n'y a pas de sillon, et ça va graver ces lacs. Donc le son le son du master qu'il est en train de faire est gravé directement. Et ces lacs, ensuite, dès qu'elles sont finies, il faut qu'elles partent le plus vite possible dans l'usine de pressage. Parce qu'à partir de ça, ils vont faire des jeux de rôle d'impression négative, positive. On va appeler la mère et le père. C'est-à-dire que cette matière qui part à l'usine, ils vont la dupliquer en faisant le négatif. C'est-à-dire la mère, la matrice. Toujours ce son de la maman, voilà, la maman elle est toujours là. Et cette matrice, cette mère, on va l'archiver et on va en faire un négatif. Donc le négatif du négatif, ça devient le positif. On appelle ça le père. Le père, lui, il va servir à encore le pressage. Si vous avez vu des images avant de comment on presse un vinyle, vous avez une petite boule de pâte. Puis après, il y a une énorme presse qui tombe dessus, ça fait une galette. Après, il y a un cutter qui va couper un peu le sort de la galette. Et c'est le père qui fait ce travail. Le père qui est donc le négatif de la mère, et sachant que la mère est elle-même le négatif
de la laque qui est partie du studio. Donc le père correspond à l'original. Mais à un moment donné, et ça arrive que le père casse. Parce qu'à force de faire ce pressage, ben voilà, donc après on va pouvoir faire un nouveau père à partir de la mère. C'est l'histoire de matrice. Je rajoute une petite chose, c'est très intéressant. Parce que ils disent qu'à partir de demi-copie, ben, vous avez de moins bonne qualité que les premières copies, parce que tu dis à force de tester, les stampers s'usent en fait. Donc il vaut mieux tout de suite acheter un disque, pas attendre qu'il y a 2500 copies, vous allez avoir une copie de moins bonne qualité en fait. Et aujourd'hui, il y a la matière sur un hi-fi et mon distributeur nous disait vous avez des soucis de la qualité, carrément, de la pâte. Et est-ce qu'à la jamaïcaine, ça recycle? Donc on refait fondre des vinyles, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il se pose énormément de questions. Dans une saturation d'un marché, et ben, pour répondre à la demande, ben, vous avez pas la même qualité. Et donc les vinyles ne sont pas bons. Donc il y a un potentiel de sortie de vinyle aujourd'hui où le disque, même sur la chaîne, je parlais de cette chaîne de comment produire un bon master vinyle, si à la fin la matière qui va servir, enfin la petite pâte, elle est de mauvaise qualité, vous avez un disque qui ne marchera pas. Quoi. C'est tous les paradoxes. C'est compliqué, donc c'est la saturation d'un marché. Alors, il paraît, en 2023-2024, comme m'avait dit un autre presseur, c'est que l'année dernière, il y avait pratiquement 400 millions de demandes de pressage de vinyle et que l'offre pouvait répondre à 200 millions. En France, il y a quoi? Il y a 5-6 usines qui peuvent presser. J'en connais... NPO, NPO, ouais. Ah oui, enfin oui, enfin, si tu prends, si tu as une presse dans ta cave, etc., c'est pas du tout péjoratif, c'est une réalité, les artisans en tant que tels. Entièrement un respect, mais ça ne peut pas répondre aux cadences qui sont demandées. Les NPO, carrément, ils sont trustés par les boîtes américaines, donc là, vous pouvez attendre 1 an pour presser. C'est complètement fou. Je me rappelle en 2011, je dis souvent, en 2011, on mettait 3 semaines, on avait fait un double vinyle sous pochette imprimée de Picor, qui est un projet assez noise, assez barré. Le disque était magnifique en soi. On a mis 3 semaines pour l'avoir. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Et en ayant peut-être des avantages, on va dire en 4-5 mois, on pourra l'avoir. Et vous, en tant que jeune artiste, vous voulez faire un vinyle, et ben, vous l'aurez dans 1 an. Imaginez quand vous prévoyez d'enregistrer, de sortir, de mettre une tournée en parallèle, et d'un seul coup, vous apprenez que votre disque va sortir 6 mois après la version vinyle, la version CD, la version digitale, et après votre tournée. Non, ça va pas. Ouais, après, il y a une usine en Allemagne, Master of Fact, qui a décidé de se consacrer que aux indépendants. Bon, ok, c'est en Allemagne, mais en tout cas, ils ont fait ce choix-là de ne pas répondre comme MPO à tout le monde. Voilà, je les ai contactés. C'est super cher. Il y a une nouvelle technologie qui est en train d'arriver, Green Vinyl Records. En fait, ils ont un procédé qui est non pas de leur appeler stamper de presser, mais injecter en fait du chlorure de vinyle à l'intérieur d'un sillon en fait. J'ai une vidéo que je montrerai tout à l'heure, qui montre un petit peu le procédé. On vous la montrera tout à l'heure. Ouais. Voilà, il paraît plus rapide. Après, bon, comme tu dis, quand on a des pressages hyper importants à faire, est-ce que vraiment c'est aussi rapide que ça? Je n'en sais rien encore. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Donc on va se mettre, on va écouter Usul et puis après on mettra un autre disque que tu nous as apporté. C'est parfait. Bon, on vous dit à tout à l'heure. Merci.